Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia pour l'épisode 46 de Parlons Constitution. On continue encore sur cette série de vidéos sur le référendum et aujourd'hui on va se poser la question qui peut voter pour chaque référendum qu'on a défini dans les épisodes précédents, citoyen actif ou passif, donc on va voir ça dès maintenant. Mais pour ça, il faut voir bien sûr quelques rappels, il faut voir quel référendum on a décidé dans cette série, dans ma vision politique, et quelles initiatives pour chaque référendum. Donc c'est ce qu'on a vu aux épisodes 43 et 45. Je résume ici, je reprends ici tout ce qu'on a vu. RICA abrogatif pour les questions du test de l'intérêt pour le politique, la majorité absolue des inscrits, qu'on avait vu à l'épisode 21, il est initié par 6% des citoyens actifs inscrits sur les listes électorales. Donc citoyens actifs, 6%. Le RIC révocatoire pour le président de la République à la majorité absolue vu à l'épisode 29, il est initié par 5% des citoyens inscrits sur les listes électorales. Le RIC dissolution pour la commission de test de l'intérêt pour le politique avec des conditions spéciales de majorité qu'on a vu à l'épisode 21 est initié par 4% des citoyens inscrits. Concernant la loi, on avait parlé d'une initiative citoyenne à 2% des inscrits, donc des citoyens, pas que les citoyens actifs, tous les citoyens, et des amendements citoyens avec 0,5% des inscrits. Aussi, la procédure de la révision fondamentale vu l'épisode 17, on a dit que c'était à la majorité qualifiée du peuple, mais que l'initiative, elle, n'était pas encore définie, puisque ce serait la même que pour les autres révisions constitutionnelles, et on avait dit que pour les autres révisions constitutionnelles, c'était à définir, la procédure était à définir, on n'avait même pas décidé si ça devait être avec un référendum ou non. Si oui, je pense que ce serait uniquement par RICA, donc référendum d'initiative citoyenne active, mais ça on le verra beaucoup plus tard dans les épisodes 76 et 77. Ensuite, il y avait les référendums locaux, donc une initiative pour des référendums locaux s'est déclenchée par les autorités, donc par les collectivités territoriales. Mais ces référendums locaux ne sont pas les seuls, il y a aussi des RICA locaux, référendums d'initiative citoyenne active locaux, avec une initiative de 20% des citoyens actifs inscrits sur les listes électorales localement, bien évidemment. Si c'est à l'échelle d'une commune, c'est 20% des citoyens actifs de la commune, si c'est à l'échelle d'un département, 20% des citoyens actifs du département, etc., etc. Et il y a aussi d'autres RIC locaux, donc là, référendum d'initiative citoyenne, donc tous les citoyens, pour des questions d'autonomie notamment, et quelques autres questions, avec une initiative de 25% des citoyens inscrits, toujours localement, évidemment. On avait aussi vu d'autres choses, les référendums sur les questions supranationales, donc ça c'est que s'il y a une organisation supranationale à laquelle appartient la France qui le prévoit, donc c'est par exemple le cas pour l'adhésion d'un État à l'Union Européenne, où ça a été décidé comme ça, et je pense que ça doit rester comme ça. Sinon, pour moi, c'est non. Les questions supranationales ne relèvent pas du référendum, ne doivent pas relever du référendum, mais du Parlement, et plus particulièrement de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui doit décider en ces matières. Avec bien sûr l'appui, la négociation du gouvernement. On avait vu également ce qui concerne les consultations, qui sont elles déclenchées par les autorités, puisque ce sont des consultations, et donc comment, par le président de la République, sur proposition des directeurs, de l'Assemblée nationale, ou de la Chambre des sages, et aussi localement donc par les collectivités territoriales. Maintenant on va rappeler autre chose qui concerne en fait la citoyenneté, les conditions pour être citoyen et pour être citoyen actif, et pourquoi, c'est ce qu'on avait vu aux épisodes 19 et 20. Dans l'épisode 21, on avait aussi abordé la question de la formation des questions et des réponses du test avec la commission du test de l'intérêt pour le politique, son organisation, ses membres, etc. Donc pour être citoyen, d'abord il faut être national, tout national et citoyen, sauf les mineurs et certains handicapés mentaux et délinquants ou criminels si un juge le décide, et selon la loi bien sûr et la Constitution. Mais le principe c'est que tout national est citoyen. Donc toute personne qui a la nationalité française, si elle n'est pas mineure, s'il n'est pas handicapé mental ou délinquant qui ne peut pas exercer ses droits civiques parce que le juge l'a décidé, bref, sinon le principe c'est citoyenneté passive au minimum pour tous les Français. Et ensuite, on avait parlé un petit peu de la nationalité, des conditions pour recevoir la nationalité française, mais bon bref, ça c'est un débat qui est un peu plus complexe et je dirais un peu plus difficile, et c'est pour ça que je l'avais abordé légèrement dans l'épisode 19 et on ne va pas se concentrer là-dessus maintenant. Mais ce qu'on avait dit aussi, c'est que l'impératif de rationalité, pour essayer d'accomplir l'objectif de recherche du bonheur de tous et de chacun, qui est, je le rappelle, notre objectif principal pour la formation de cette constitution, justifie de distinguer des citoyens passifs et des citoyens actifs. En fait, les citoyens actifs obtiennent des droits politiques supplémentaires, dont certains droits de vote. C'est-à-dire qu'un citoyen actif a les mêmes droits qu'un citoyen passif, plus d'autres droits supplémentaires. Comment on distingue le citoyen qui use de sa raison, puisque c'est l'impératif de rationalité pour essayer d'accomplir l'objectif de recherche du bonheur de tous et de chacun.
Eh bien, comment on distingue celui qui use de sa raison de celui qui n'en use pas? Eh bien, pour moi, ça doit être via son intérêt pour le politique. Attention, je parle bien d'intérêt, pas de compétences politiques. Définir des compétences politiques serait vraiment ardu, puisque qu'est-ce qu'on appellerait des compétences politiques? Est-ce que c'est se faire élire? Est-ce que c'est bien parler? Est-ce que c'est avoir les bonnes connaissances politiques? Qu'est-ce que ça peut être? Et aussi, ce n'est pas exactement pareil qu'avoir des connaissances politiques, même si avoir de l'intérêt pour le politique nécessite évidemment un intéressement et donc des connaissances sur le politique, sur les idées politiques, sur la vie politique du pays, sur un peu l'histoire, et même de certains points de vue les sciences, les idées philosophiques qui entrent dans le débat public. Et donc, pour distinguer le citoyen qui use de sa raison de celui qui n'en use pas, on va utiliser l'intérêt pour le politique qui est mesuré temporairement par un test, donc un QCM de questions choisies au hasard parmi une liste prédéfinie, sachant que les tests questions et réponses sont accessibles gratuitement en mairie ou en salle communale. Maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu ce cadre théorique, on va pouvoir lier les deux, donc lier ces explications pour la citoyenneté active au référendum actif. Mais on va y venir tout de suite avec le grand 1. S'il y a des questions politiques, en principe, ce sont des citoyens actifs, puisqu'il faut qu'il y ait une décision. Ça nécessite en fait un intérêt pour le politique. Alors du coup, on a forcément des citoyens actifs qui s'intéressent au sujet politique, et qui sont donc à même de réfléchir, et qui, on suppose, utilisent au moins un minimum leur raison pour prendre les décisions. Donc cet argument, on le retrouve pour ces différents référendums, le RICA d'abord, abrogatif pour les questions du test de l'intérêt pour le politique. Ici, il s'agit pour les citoyens actifs d'initier un référendum pour lesquels ils vont voter, et seuls eux, pas les citoyens passifs, pour abroger des questions du test de l'intérêt pour le politique parce qu'ils jugent que ce n'est pas conforme à la Constitution, que ça ne respecte pas l'esprit de ce test qui doit quand même être neutre politiquement, ou que les informations qui sont dans certaines questions sont erronées, ou pas assez exact. Bref, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, mais forcément ce n'est que eux qui peuvent abroger ces questions, puisque c'est les seuls qui s'intéressent réellement, en tout cas de façon supposée, on l'espère, aux questions politiques. Les citoyens passifs ne s'y intéressant pas, ou pas suffisamment, puisqu'ils n'ont même pas daigné passer ce test, le test de l'intérêt pour le politique, on suppose qu'ils ne s'intéressent pas, donc qu'ils n'utilisent pas leur raison, et pourquoi est-ce qu'ils auraient un regard qui soit un minimum éclairé, minimum raisonnable, j'ai envie de dire, pour ces questions du test de l'intérêt pour le politique. Ensuite, il y a un autre RICA, en fait, ce sont les référendums et les RICA locaux. Pour les référendums initiés par les autorités locales, donc par les collectivités territoriales, eh bien c'est aussi les citoyens actifs qui votent, comme lorsque ce sont les citoyens actifs qui initient le référendum. Dans ces deux cas-là, ce sont les citoyens actifs qui vont voter et pas les citoyens passifs. Pourquoi? Car il faut avoir un intérêt pour le politique, qui soit démontré, parce que même au niveau local, ce sont des questions politiques, locales certes, mais politiques, et un minimum d'intéressement est nécessaire pour espérer une réponse, une décision qui soit un minimum éclairée, qui soit un minimum réfléchie, et pas juste de simples votes, disons, au feeling, ou en fonction des personnes, selon qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ce qui peut être plus le cas pour des citoyens qui ne s'intéressent pas réellement à la vie politique, mais qui sont juste des citoyens passifs, qui votent, voilà, juste un peu comme ça, en fonction de leurs envies et du moment. Tout ceci, je rappelle, c'est pour essayer d'avoir des décisions qui soient les meilleures possibles pour la recherche du bonheur de tous et de chacun, mais en tout cas les meilleures possibles, les plus raisonnables, les plus réfléchies possibles. Et ça pourrait aussi expliquer que les citoyens actifs soient les seuls à voter pour les révisions constitutionnelles. Mais ça, ce n'est pas encore décidé, je le rappelle, puisqu'on verra ça beaucoup plus tard dans les épisodes, je crois, 76 et 77, si ma mémoire est bonne. Donc, je vous invite à aller voir ces épisodes-là pour plus de détails et pour avoir réellement la réponse sur ce qui concerne la révision constitutionnelle. Est-ce qu'il y a un référendum d'initiative citoyenne active, un RIC, est-ce qu'il y a le vote de tous les citoyens ou seulement les citoyens actifs? Eh bien, vous le verrez dans les épisodes 76 et 77, mais pas tout de suite. Même si, a priori, on pourrait imaginer, comme j'ai déjà dit, que ce soit seulement les citoyens actifs. Au moins pour l'initiative. Peut-être aussi pour le vote, mais bon, on verra ça quand on y réfléchira. Je me réserve le droit de revenir sur ces décisions-là et de préférer peut-être des votes uniquement au Parlement ou des votes au contraire par tous les citoyens. Bref, je me réserve le droit de faire ce que je veux pour la vision constitutionnelle, parce qu'en fait, je n'ai pas encore réfléchi assez, et donc ma vision politique dans ce domaine-là, sur cette question précise, n'est pas encore réellement fondée, n'est pas encore réellement réfléchie, et donc n'est pas encore argumentée et choisie définitivement. Donc le principe des questions politiques, des citoyens actifs, mais il y a des exceptions,
notamment quand tout le peuple se protège lui-même. Je vais expliquer ça. En fait, c'est notamment le contrôle de l'arbitre, du gardien de la Constitution et représentant du peuple, c'est-à-dire le contrôle du président de la République via le wric révocatoire. Comme ils élisent un représentant de la nation, qui est aussi un représentant du peuple, un gardien de la Constitution, un arbitre politique au niveau national, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de rôles, je vous invite à aller revoir les épisodes sur le président de la République pour bien comprendre tous ces rôles. Eh bien, il est normal qu'il puisse, enfin, je pense qu'il est normal qu'il puisse le révoquer, c'est-à-dire garder un certain contrôle sur cette personne-là qui est vraiment la clé de voûte du régime. Donc, un wric révocatoire et tous les citoyens qui voteraient à ce wric, évidemment. Ce sont tous les citoyens qui initient le référendum et ce sont tous les citoyens qui votent à ce référendum. Il y a aussi d'autres questions qui sont, je pense, encore plus importantes que ça. Ce sont toutes les questions qui concernent la protection de la citoyenneté et des droits fondamentaux. Les citoyens vont pouvoir dissoudre la commission du test de l'intérêt pour le politique. C'est un référendum d'initiative citoyenne et ce sont tous les citoyens qui vont voter à ce référendum. En fait, c'est pour garantir que cette commission n'est pas contraire à la Constitution, ne vienne pas réduire par excès d'autoritarisme ou parce qu'elle est politiquement orientée, bref, qu'elle ne vienne pas réduire les possibilités d'accès à la citoyenneté en étant notamment plus du tout neutre et en étant partial, du coup, sur les questions qu'il crée pour ce test de l'intérêt pour le politique. C'est une possibilité donc pour les citoyens de se défendre face à un autoritarisme qui viendrait réduire leur possibilité de citoyenneté en faisant un test qui soit partial, qui soit plus neutre. Et donc évidemment, ce serait un problème pour la démocratie, pour le pouvoir du peuple. Donc c'est une certaine protection de la citoyenneté et un droit fondamental qui est le droit d'accès, possibilité d'accès à la citoyenneté pleine et entière, donc à la citoyenneté active. On a aussi, évidemment, et c'est encore plus important, la procédure de révision fondamentale, où là, les citoyens vont venir définir les droits fondamentaux, et la procédure est faite pour que ce soit assez protecteur que les droits qui ont déjà été votés aient plus de chances de rester en vigueur, et que si un nouveau droit faut être ajouté, il faut une certaine force, une certaine majorité importante pour que cette révision soit effective et qu'il y ait un nouveau droit fondamental. C'est ici la garantie de certaines lois, disons, supérieures au niveau de la Constitution, des droits fondamentaux, des droits de l'homme et du citoyen qui soient respectés, qui peuvent être changés, évidemment, on peut les changer, mais avec une procédure qui soit difficile à mettre en place, difficile à obtenir et difficile, en fait, surtout à valider. C'est difficile d'obtenir la majorité nécessaire, je crois que j'ai dit 75%, mais c'est à vérifier, je vous invite évidemment à aller revérifier l'épisode qui concerne la procédure de révision fondamentale, donc c'est tous les épisodes sur quels droits fondamentaux garder, etc., etc., comment les définir, voilà. Mais l'idée, c'est simple, c'est le citoyen, le peuple plutôt même, qui se protège lui-même via des droits fondamentaux. Et donc la procédure de révision fondamentale, c'est tous les citoyens qui votent. Dans cette même veine, il y a bien sûr les wrics locaux, qui sont en fait ici une extension des questions de citoyenneté au niveau local et non plus au niveau national. Ici, il va se jouer des questions de citoyenneté, d'organisation du territoire et donc d'appartenance au pays, notamment avec tout ce qui concerne l'autonomie. Mais pas que, d'autres questions aussi qui peuvent être du même acabit ou à peu près du même ordre et qui concernent par exemple des assemblées locales, comme ça peut être le cas dans certaines régions, les départements d'outre-mer ou autres territoires français qui ont des caractéristiques spéciales. Donc ici on a vu les exceptions principales, c'est quand le peuple se protège ses intérêts, la citoyenneté, les droits fondamentaux et le contrôle du président de la République. Mais on a une autre exception, en fait ce sont les propositions citoyennes de loi et les amendements citoyens. Pourquoi est-ce que ici, tout le monde, tous les citoyens peuvent voter ou plutôt participer à cette initiative? En fait ici c'est car il n'y a pas de vote après, ce n'est pas un référendum. Donc c'est une exception, puisque j'en parle quand même ici, parce que sinon on n'en parle pas, mais c'est quelque chose d'assez particulier. Tous les citoyens vont pouvoir proposer des lois, ou amender les lois qui sont en train d'être votées, et donc ça n'implique aucune décision, donc même si c'est stupide, on peut le dire, ça peut arriver, pourquoi pas, on peut imaginer des lois complètement stupides qui sont proposées, s'il y a un certain nombre de trolls, de blagueurs qui veulent proposer de ce type de loi, pourquoi pas, mais ça n'a pas d'incidence réelle, puisqu'ensuite le Parlement viendra balayer ces propositions citoyennes de loi qui sont stupides, ridicules, ou les amendements citoyens qui n'ont pas de sens, ou qui manquent de réflexion, bref, il y a en fait une protection qui est ensuite mise en place, qui est en fait le vote du Parlement.
Donc c'est pour ça, comme il n'y a pas de décision, on peut accepter que tous les citoyens puissent faire ces propositions et amendements, puissent proposer. Toutes les propositions, quelles qu'elles soient, sont les bienvenues. Ensuite, le tri sera effectué par les représentants qui réfléchissent, qui débattent, qui ont plus de sources scientifiques notamment, mais pas que, du terrain, etc., pour prendre leurs décisions. Donc voilà, on a vu tout ce qui concerne les référendums. On a vu aussi cette exception, qui est pas vraiment pour les référendums, puisque ce ne sont pas des référendums, mais pour les propositions citoyennes de loi et les amendements citoyens. Maintenant, on va voir autre chose, ce n'est pas exactement des référendums, ce sont les consultations. Et ici, le principe est le même que pour les référendums. En principe, ce sont les citoyens actifs qui doivent pouvoir voter. Le principe, c'est que les consultations portent sur des questions politiques, donc ce sont aux citoyens actifs de voter. Mais attention, il y a une exception. C'est sauf si c'est pour connaître l'opinion publique. Les autorités peuvent demander à connaître l'opinion publique, notamment en prévision de réactions violentes. Ça peut être le cas sur une loi ou sur un programme envisagé qui, dans la population des citoyens actifs, est plutôt accepté, mais qui, pour l'ensemble de la population, semble complètement violent, inacceptable, dangereux, repoussoir, bref, qui n'est pas accepté et qui pourrait conduire à des réactions violentes de la part de la population. Dans ce cas-là, les directeurs, s'ils entrevoient ce risque-là, pareil pour l'Assemblée nationale ou la Chambre des sages, peuvent décider de demander au président de la République un référendum sur l'ensemble des citoyens, donc aussi les citoyens passifs, pour connaître l'opinion publique, tâter le terrain et voir s'il y a des risques de violence. Pourquoi pas, c'est envisageable. Ça pourrait être une raison d'une consultation et non d'un référendum. Je rappelle la différence entre le référendum et la consultation. Le référendum implique que la décision prise par le référendum, donc avec les résultats du référendum, soit effective. C'est une vraie décision. La consultation, comme son nom l'indique, on consulte quelqu'un, mais on n'est pas obligé ensuite de suivre la réponse. En gros, on demande son avis au peuple, et ensuite on avise. Est-ce qu'on le suit, est-ce qu'on ne le suit pas, est-ce qu'on décide de le suivre à moitié, bref, on fait un peu ce qu'on veut après, c'est juste pour avoir l'avis du peuple, ou seulement des citoyens actifs. Aussi, si ça concerne des sujets type RIC locaux, donc tout ce qui concerne l'autonomie, etc., oui, encore une fois, ici, ce sont des questions qui, lorsqu'il y a référendum, passent par le vote de tous les citoyens, donc si c'est par des consultations, il est logique aussi que tous les citoyens se prononcent. Ça peut être le cas de consultations locales, pas de référendums locaux, mais de consultations locales. Donc comme il y a ces exceptions-là, et qu'on ne peut pas définir à l'avance ce qui est le plus pertinent, je pense qu'il faut laisser en fait un choix pour les autorités qui consultent. C'est au choix, soit les citoyens actifs, soit tous les citoyens. Mais pas que les citoyens passifs, soit les citoyens actifs, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on a ces deux voies-là qui sont possibles, et ça veut donc dire que les autorités peuvent choisir de ne pas suivre le principe que je viens d'énoncer, c'est-à-dire que en principe ce sont les citoyens actifs, sauf si c'est pour connaître l'opinion publique, notamment en position de réaction violente, ou si ça concerne des sujets type RIC locaux, autonomie, etc. Donc j'espère que vous avez bien compris ce raisonnement qui est le mien de cette vision politique constitutionnelle qui différencie les citoyens actifs des citoyens passifs, cette citoyenneté à deux niveaux, un niveau supérieur pour les citoyens actifs parce qu'ils réfléchissent aux questions politiques, parce qu'ils s'intéressent vraiment à la vie politique, et donc ça permet des décisions plus réfléchies, moins sur le coup de l'émotion, sur l'humeur, en fonction aussi des manipulations politiques, bref, sur l'opinion publique, dans son sens le plus péjoratif. Ici on préfère l'opinion publique, dans son sens le meilleur, et donc l'opinion publique c'est pas l'opinion simplement des avis, mais c'est aussi la réflexion, et c'est ce que j'aimerais que les citoyens aient, parce que dans mon idéal, évidemment, tous les citoyens sont des citoyens actifs, et il n'y a pas de citoyens qui soient uniquement passifs. Ce serait évidemment l'idéal que tous les citoyens prennent part à la citoyenneté, mais s'ils ne veulent pas, ils gardent des droits minimums, qui sont quand même importants, de citoyenneté passive, notamment pour se défendre en cas de problème avec tous les RIC que j'ai définis juste avant. Donc je vous propose pour finir de revoir tout ça lors d'une conclusion. Donc en principe, les décisions politiques nécessitent l'usage de la raison, pour que ce soit des décisions éclairées. Donc on est ici dans le cadre de l'impératif de rationalité pour essayer d'accomplir l'objectif de recherche du bonheur de tous et de chacun. Donc en principe, ce sont les citoyens actifs qui doivent voter au référendum. Donc c'est le cas pour le RICA abrogatif pour les questions d'utilisation de l'intérêt pour le politique, aussi pour les référendums et les RICA locaux, ou encore éventuellement, on peut l'imaginer pour la révision constitutionnelle, même si la question n'est pas encore tranchée, bien sûr, on le verra aux épisodes 76 et 77. Mais il y a des exceptions, pour le contrôle du président de la République, pour protéger la citoyenneté et ses droits fondamentaux, donc ce sont les RIC révocatoires du président de la République, le RIC dissolution de la commission d'utilisation de l'intérêt pour le politique, la procédure de révision fondamentale et les RIC locaux pour les questions d'autonomie, etc., etc. Ici, c'est pour que tous les citoyens aient la possibilité de se défendre contre des éventuels autoritarismes et de faire valoir leurs droits, disons, fondamentaux.
Autre exception, c'est les propositions de loi et les amendements citoyens, car en fait, il n'y a aucune décision, ce ne sont pas vraiment des référendums, ce sont juste des propositions de loi, des amendements citoyens. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de vote après. En tout cas, pas de vote de la part de la population, ni les citoyens passifs, ni les citoyens actifs, puisque ce sont les membres du Parlement qui vont voter sur ces questions-là. Donc députés et sages. Selon si ce sont des propositions de loi, ou si ce sont des propositions de loi unanimes, principales ou éminentes. On a vu enfin que pour les consultations, l'idée reste la même, le raisonnement reste le même, mais qu'en fait ce serait au choix pour les autorités qui consultent, citoyens actifs en principe, sauf certains cas qu'on a évoqués, mais en fait c'est au choix pour les autorités, puisqu'ils ne peuvent pas définir précisément les conditions qui justifient une consultation de tous les citoyens, donc s'il y a un problème, une envie de connaître l'opinion publique, parce qu'il peut y avoir des violences, ou parce que c'est une question qui est au choix en fait cruciale, parce qu'elle est liée à la citoyenneté, aux droits fondamentaux, bref, c'est assez compliqué, et donc pour moi je pense qu'il faut laisser le choix aux autorités de consulter soit les citoyens actifs, soit tous les citoyens. Donc maintenant qu'on a vu ça, j'espère que vous avez compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Discord. Maintenant qu'on a vu ça, qui peut voter aux différents référendums, citoyens actifs ou passifs, on va aborder une autre question, c'est est-ce que ces référendums peuvent se transformer ou non en plébiscites? On verra ce que c'est que les plébiscites dans l'épisode prochain si vous ne savez pas ce que c'est, et aussi du coup, comment les éviter, comment éviter les plébiscites, ce sera le sujet du prochain épisode, et maintenant, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Merci d'avoir regardé, c'était Elsker.